Le point avec Romain Gubert. Bonjour Romain. Auparavant, à la main, j'ai quand même oublié de vous dire quelque chose. On baptise toujours cette émission et aujourd'hui, on l'a baptisé à la main avec le conseiller des princes, parce que vous êtes conseiller à la fois des patrons et aussi des hommes politiques et notamment... Non, je ne suis pas conseiller, je suis ami d'hommes politiques, mais je ne suis pas conseiller des hommes politiques, ce n'est pas mon métier. Je conseille en effet des princes du capitalisme, si c'est de ça dont vous voulez parler. Romain Gubert. Alain Minc, j'ai lu avec un bonheur absolument formidable là, ce je me méfie. Je connais assez les journalistes pour savoir qu'il faut se méfier. Non, parce que moi, j'en étais resté... Entre vieux gitans, on ne se raconte pas la bonne aventure. J'en étais resté au cardinal de la pensée unique. Mais toujours. Mais toujours oui, parce que vous assumez finalement cette posture... Je suis archevêque de la pensée unique. Le cardinal, c'est Jean-Claude Trichet. Avec quelques... Effectivement. Bon, donc, archevêque de la pensée unique... Et je suis surpris parce que finalement, ce livre, c'est un éloge de notre vieux continent, avec ses vieux déficits finalement. Parce que, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est la crise? Vous êtes tombé dans une potion magique social-démocrate? J'ai toujours été un chaud partisan, vous pouvez appeler ça social-démocratie ou économie sociale de marché, mais avec ce que j'ai dit à votre collègue précédemment, qu'il faut réorienter la machine pour s'adresser à ceux qui sont le moins protégés. Or, je crois qu'en effet, pour ça, il faut bien gérer. Alors, vous dites les déficits. Parlons une seconde des déficits. Bon, nous avons aujourd'hui un fardeau sur les épaules qui fait qu'on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. Nous, Européens, 80% du produit intérieur. Alors, on dit c'est le prix de la crise. Non, le prix de la crise, c'est 20% des 80%. Les 60 autres %, c'est 30 ans de petite lâcheté collective dans tous nos pays d'Europe. Et ce que nous allons payer pendant des années, c'est pas notre sauvetage, c'est la somme des petites lâchetés collectives. D'ailleurs, on ne les aurait pas faites, on aurait été davantage pensée unique, on aurait écouté Raymond Barre ou Jacques Delors il y a 30 ans bien davantage, on aurait pu relancer beaucoup plus en 2009, c'est-à-dire on aurait pu mettre 30 à 35% de dette plus facilement et non pas seulement consacrer 20% du PIB. Donc il n'y a rien de mieux que la pensée unique. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on est obligé finalement de coller à l'Allemagne et de dire, voilà, il y a un pays qui marche pas trop mal, qui passe le regard des agences de notation et qui maintient sa bonne note, on va essayer de coller à lui, d'où la convergence fiscale. Vaste sujet, mais vaste, belle histoire aussi pour se dire qu'on a des marges de manœuvre. Est-ce que dans un pays où on ne peut pas dire le mot rigueur, où un président de la République ne peut pas dire aux Français, voilà, les amis, chers compatriotes, nous sommes dans une période de rigueur, il ne peut pas le dire, il ne l'a pas dit, même son ministre de l'économie est obligé d'inventer des mots comme la relance pour essayer de... C'était pas sur la meilleure trouvaille sémantique qui a été faite. Écoutez, d'abord sur l'Allemagne et la France. Il faut bien voir qu'en 1995, après 12 ans de politique sous la gauche et sous la droite, de, entre guillemets, désinflation compétitive, la politique qui a été proposée par Jean-Claude Trichet, à l'époque directeur du Trésor, que les gouvernements ont suivi, nous avions un avantage de compétitivité sur l'Allemagne d'une dizaine de pourcents, 10 à 12%. Aujourd'hui, on a un handicap de compétitivité, on discute les chiffres un peu au prou de la même aune. Pourquoi? Parce qu'entre les 35 heures de la gauche, les multiples modifications du SMIC de Jacques Chirac, en réalité, nous avons perdu cet avantage au moment où les Allemands faisaient un effort. Et on est dans un Waterloo économique, dit Nicolas Bavrez, un autre des amis du président. Mais il est très bien que le président ait des amis très divers, et je trouve que vous devriez vous en féliciter. Si un président ne pensait que comme son voisin de palier, ce serait quand même très embêtant. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut quand même avoir en tête que l'Allemagne fonctionne bien. Encore qu'il faut bien mesurer, on l'oublie toujours, qu'en 2009, l'Allemagne a descendu la marche à cause de l'importance de son commerce extérieur 2 fois plus que nous. Nous, on a fait moins de 5, elle a fait moins 5. Si vous prenez aujourd'hui sur la séquence de 3 ans, les hauts et les bas, on est à peu près au même niveau. Mais en effet, l'Allemagne, en réalité, a un problème de déficit budgétaire beaucoup plus faible que nous, mais elle a, contrairement à ce qu'on croit, un problème potentiel d'endettement beaucoup plus grave que nous. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même pondérer les choses, pour une raison simple. C'est que dans 20 ans ou 25 ans, il y aura moins d'Allemands que de Français. Et donc le poids de la dette par tête sera plus élevé qu'ici. Il y a eu aussi le courage d'une classe politique en Allemagne, Gerhard Schröder, qui a choisi, alors qu'il était social-démocrate, de faire des réformes d'une rigueur qu'aujourd'hui on ne peut pas faire, ou en tout cas le politique, la majorité, s'interdit de faire. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement social-démocrate, représenté par Martine Aubry,
Dominique Strauss-Kahn pourrait justement entreprendre ces réformes avec plus de, je dirais, de pédagogie vis-à-vis de l'opinion qui n'a pas compris un certain nombre de réformes du gouvernement actuel. Non, mais tout le problème, vous le savez bien, de la gauche française, c'est qu'elle n'est pas social-démocrate. Et quand on lit le texte de Benoît Hamon sur l'égalité, on n'a pas l'impression qu'on est dans la social-démocratie allemande, on a l'impression qu'on est dans le socialisme rhétorique à la française d'il y a 30 ans. Et c'est bien pour ça que la vie politique française marche à cloche-pied. C'est-à-dire qu'une grande partie de la classe dirigeante de gauche, qui est social-démocrate au fond d'elle-même, n'ose pas l'assumer. Le Parti socialiste n'a toujours pas fait ce que les Allemands ont fait en 1959, qui s'appelle, vous qui connaissez bien l'Allemagne, son Bad Godesberg, c'est-à-dire l'abandon de la référence marxiste. Il ne fera pas, le PS ? Le PS, oui. Quand je vois les textes progressivement qui sortent et quand je vois le texte de Benoît Hamon, je me dis on est très très près Bad Godesberg. Oui, Benoît Hamon représente... non, mais vous verrez le programme socialiste, vous verrez. Parce que François Hollande travaille... Vous l'avez vu, vous mais il y a qu'à dire, il sera cohérent avec tous les bouts de texte qu'on voit. François Hollande fait les vraies propositions, donc ça veut dire qu'il y a un vrai courant. Dominique Strauss-Kahn ne s'est pas dévoilé, mais probablement qu'il y réfléchit, ou en tout cas on le souhaite. Si les candidats, je ne suis pas sûr qu'il le sera sur ses idées ou sur celles qu'il aura besoin de mettre en avant pour réussir à réunifier autour de lui la gauche, surtout avec un Mélenchon dans les parages. Et donc, si le programme du Parti socialiste est social-démocrate, tant mieux pour la France, ce serait une bien bonne nouvelle. Une petite question sur la fiscalité. On a vu qu'il y a une espèce de colloque gigantesque qui se fait autour de la fiscalité. Alors, visiblement, la piste qui est choisie, c'est d'abandonner le bouclier fiscal, qui est un des marqueurs du quinquennat et qu'il faut d'urgence nettoyer avant les prochaines échéances. Et en même temps, on va sortir des tas de gens de l'ISF au motif que, effectivement, un certain nombre de gens deviennent éligibles à l'ISF ou sont imposables à l'ISF parce que le prix de l'immobilier a tellement augmenté qu'ils se retrouvent en situation d'être considérés comme des riches. Quelle est la lisibilité politique de ça? À la fois... Je peux vous dire ce que je pense, moi. Oui, mais oui, vous êtes là pour ça. En plus. Moi, je suis sur aucune des deux thèses qui sont sur la table. Moi, je suis pour un raisonnement simplissime, qui est suppression du bouclier, suppression de l'ISF et alignement de la fiscalité sur les revenus du capital, c'est-à-dire les dividendes et les plus-values réalisées sur les revenus du travail. Je ne comprends pas pourquoi on paye des impôts différents en fonction de l'origine de son revenu. Et ça, je trouve que c'est une vraie mesure d'équité. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est sorti de l'alambic de Bercy pour l'instant. Et alors, vous multipliez les coups de fil pour essayer de convaincre que justement... Le meilleur moyen de parler à la classe politique, c'est de parler chez vous, bien sûr. Une question très européenne. Vous faites l'éloge de l'Europe et c'est effectivement très séduisant. Vous me regardez comme un fou solitaire en disant ça. Ouais, c'est-à-dire qu'on entend plus de voix qui veulent sortir de l'euro, rendre plus démocratique l'Europe. Tout à l'heure, Nicolas Dupont. Enfantillage. Une question tout de même. Pendant la crise, la Commission européenne a disparu. On l'a plus entendu. Le Parlement européen a disparu et il y a une institution qui a montré qu'elle était à peu près crédible, en tout cas qu'elle prenait des décisions, c'est la Banque Centrale Européenne. Or, c'est la moins démocratique dans son fonctionnement, puisque elle est la plus indépendante des pouvoirs politiques, c'est au cœur de son mandat. Est-ce qu'on ne va pas, là, déconnecter le message européen, le projet européen des peuples? Écoutez, les banques centrales qui fonctionnent bien dans des démocraties avancées sont indépendantes. Et il est temps de dire que la démocratie, ça n'est pas le gouvernement par le suffrage universel de toutes les institutions. Nous sommes dans des sociétés où il y a de plus en plus d'institutions indépendantes. Le Conseil constitutionnel, et de ce point de vue, la question prioritaire de constitutionnalité est une révolution qui nous ramène au niveau des autres démocraties. La Banque Centrale Européenne, les autorités indépendantes. Je trouve que ce sont des stabilisateurs de la société. Alors, si vous revenez à la crise, en effet, telle qu'elle s'est développée, la crise, c'est très simple. Elle a été gérée parfaitement par la Banque Centrale, avec à sa tête un grand Français, auquel on ne rend pas assez hommage, Jean-Claude Trichet, et par un directoire des grands États européens, avec à sa tête, à l'époque, le président de l'Union européenne, qui était Nicolas Sarkozy. Alors, ce n'est pas la méthode Monnet. Ça, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Hein, parce mais que c'est très bien, les deux ne s'entendent pas forcément très bien. C'est normal, c'est une dialectique normale. Oui. Mais, et Jean-Claude Trichet veut réaugmenter les taux d'intérêt, là
Non, mais il envoie, compte tenu du contexte inflationniste, un signal intelligent. Oui, et en même temps, vis-à-vis des Français et des Européens, il leur dit augmenter les salaires serait stupide. Alors peut-être économiquement, il a raison. Mais en tout cas, l'effet dans l'opinion est calamiteux quand on défend le projet européen. Non, le président de la Banque Centrale Européenne n'a pas les contraintes d'un homme politique, heureusement. Alors, en effet, c'est vrai ce qui s'est passé. Nous avons fonctionné, non pas sur le plan monnaie de l'intégration européenne, mais sur le plan Fouché, c'est-à-dire l'intergouvernemental. Mais c'est parce que depuis Jacques Delors, la Commission n'a pas de grand président. Et il faut bien le regretter.